Bonjour tout le monde, nous recevons aujourd'hui M. Normand Champigny, président et CFO de Donner Metal, qui ont au moins, en tout cas, un projet dans la région de Matagami. M. Champigny va nous en parler un petit peu plus, mais ils ont déjà deux ententes, une avec Xstrata et une avec Sandstorm. Et je vais immédiatement donner la parole à M. Champigny qui a une nouvelle à nous annoncer. Bonjour M. Champigny. Donc ce matin, on a mis un communiqué de presse annonçant que 4 institutions québécoises nous fournissaient un prêt pour permettre de financer le fonds de roulement et nous assurer la flexibilité financière lors de la période de rodage et mise en marche de la mine Brace-McMcLeod qui va commencer à produire à la mi-mai. Les institutions québécoises ont toujours supporté Donner depuis la découverte au début de 2007. Et là, on a ajouté Investissement Québec à la liste des institutions québécoises. Plus de 20% de nos actionnaires sont des institutions québécoises présentes au Québec. C'est une raison pour laquelle j'ai été nommé en avril dernier et également, ça démontre l'engagement du milieu financier au Québec et de la société pour faire grossir nos affaires au Québec. Est-ce que vous pouvez nous en nommer d'autres parmi ces 4? Oui, c'est les 4 qui sont nommés dans le communiqué de presse de ce matin. Donc, Ressources Québec fait partie d'Investissement Québec, Société de développement de la baie James, le Fonds Capital Croissance, qui est une combinaison de Desjardins et de la Caisse de dépôt, et finalement le Fonds régional du nord du Québec de la FTQ. Donc, tous des gens qui ont, veut pas, un peu une spécialité aussi dans ça, là, parce que c'est comme leur division oui. comme minière. C'est des gens qui suivent le secteur, qui croient oui. au Québec et qui veulent accompagner les sociétés qui ont besoin d'être financées et qui ont besoin d'actionnaires pour faire progresser leurs affaires au Québec. Qui ont l'habitude d'aller dans du sérieux aussi. Oui. Bon, ben écoutez, c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, quel est le symbole? DON. DON, on va regarder. DON, Donner. Bon, le titre n'a pas bougé là-dessus, mais peut-être que les gens ne sont pas vraiment au courant. OK. Là, parlons de Donner Metal. C'est un projet de zinc. Et cuivre. Et cuivre surtout. Et dans un petit peu de métaux précieux également. OK, oui. Un peu d'or et un peu d'argent. J'ai des photos ici. On est situé dans la région de... Moi, je connais très bien la région de Matagami, là. Et vous êtes... comme Chris, comment je fais pour voir les autres photos ici? Là, j'en ai la flèche en bas? Ah, OK. Bon, j'en ai une autre. OK, c'est celle-là ici. Donc, vous êtes près de la ville de Matagami? Tout près. Il faut savoir que c'est une ville qui s'est construite sur l'industrie minière. Elle a 50 ans d'exploitation minière. Cette année, on célèbre le 50e anniversaire de Matagami. C'était Falconbridge, Noranda, auparavant, maintenant Xstrata. Nous avons découvert la 12e mine lorsque Falconbridge a invité des sociétés juniors à postuler pour faire l'exploration dans le secteur. Donner a gagné le concours. En 2006, une entente a été signée avec Xstrata pour faire l'exploration à une échelle régionale. Et au deuxième trou de forage, pas très loin de la mine Persévérance qui va finir de produire au printemps, le gisement de Brace-Mac, qui est devenu ensuite celui de Brace-McMcLeod, a été trouvé. Donc, près d'un autre gisement qui est presque épuisé, vous avez trouvé une nouvelle mine. C'est ça. Et donc ça, cette mine-là, c'est important pour faire avancer ce secteur-là. Persévérance s'épuise, Brace-McMcLeod commence. Il y a une infrastructure qui est très bien développée. On a le rail qui amène le concentré de zinc jusqu'à Valleyfield, donc une fonderie d'Xstrata zinc. Par camion, le concentré de cuivre, métaux précieux, est amené à la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Il y a une route, évidemment. Il y a un petit aéroport. Il y a l'électricité fournie par Hydro-Québec. Il y a une communauté de 1500 personnes environ, très engagées, très qualifiées. Donc, une infrastructure incomparable au Québec pour continuer à faire l'exploitation minière. Cette année, pour penser déjà à la prochaine mine et étendre la vie de la mine de Brace-McMcLeod, on fait le plus grand programme de forage au Québec, 63 000 mètres. C'est en cours. On a annoncé des résultats il y a une dizaine de jours et de très bons résultats qui permettent de croire qu'on pourra avoir 7 à 8 ans de vie pour Brace-McMcLeod. On espère plus. On aura la réponse au cours de l'automne. Selon les nouveaux forages. Et Donner était d'abord une compagnie d'exploration, n'est-ce pas? Nous sommes encore une compagnie d'exploration de gens très expérimentés.
des anciens de Falconbridge, Noranda, 20, 25, 30 ans d'expérience, qui ont travaillé dans le secteur de Matagami, qui connaissent très bien ce type de gisement de sulfure massif. Ron Tessier, par exemple, notre VP ingénierie, c'est lui qui a conçu et construit la mine Persévérance qui se termine. Donc, pour nous, travailler avec Xstrata, c'est travailler avec les membres d'une même famille. Mais eux, Xstrata, sont des exploitants. Eux autres savent faire des moulins, puis extraire le minerai et tout ça. Donc, de là, votre entente avec eux, vous êtes quand même partenaire, mais ça devrait être plus Xstrata qui va s'occuper de l'extraction elle-même. Eux opèrent l'opération, donc l'extraction et le traitement. Ils opèrent également les projets d'exploration. On travaille très près d'eux. Ils adorent travailler avec nous parce qu'on a minimisé finalement leur risque d'exploration à une époque où ils ne voulaient pas faire trop d'exploration parce que les prix du zinc étaient très bas. On comprend très bien comment eux fonctionnent par l'expérience qu'on a, d'avoir travaillé chez Falconbridge auparavant. Et également, ils apprécient notre profondeur technique. Et nous, on veut grossir au Québec en récoltant le revenu de 35 % dans cette mine-là, en utilisant notre profondeur technique, notre connaissance de l'industrie minière pour travailler sur d'autres projets avec eux dans le secteur, éventuellement ailleurs au Québec, peut-être ailleurs en dehors du Québec, mais tout étant centré à Montréal. On a annoncé que le processus de déménagement du siège social est en cours, de Vancouver à Montréal. Et ça devrait compléter à la prochaine Assemblée des actionnaires qui aura lieu à Montréal à l'automne. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Les sièges sociaux, il n'y en a pas beaucoup qui partent de l'Ouest pour s'en venir dans l'Est. Expliquez-nous donc un petit peu, on comprend l'entente d'Xstrata, eux ont 65, vous avez 35, vous faites la recherche, on voit que vous avez eu des fonds pour ça aussi, eux vont exploiter la mine. Et quelle est l'entente avec Sandstorm? En fait, c'est une entente tripartite. Pour pouvoir se financer au cours de ces années, comme vous le savez, qui ont été pas mal difficiles en général, depuis la découverte jusqu'à maintenant, on a utilisé des actions accréditives pour l'exploration. Pour financer le coût de construction, l'entreprise a regardé tous les types de financement possibles. Et cette entente d'achat de métaux avec Sandstorm était pour nous la plus avantageuse parce que ça nous permettait de sécuriser rapidement l'argent pour pouvoir faire la construction. Vous avez combien et ça leur donne quel droit? Ils ont reçu jusqu'à maintenant, ils nous ont donné jusqu'à maintenant 32,75 millions de dollars. Et ça leur a permis de payer une bonne partie du coût de construction. Ça leur donne droit de recevoir 70% du revenu du concentré de cuivre et de métaux précieux. Et donc, nos revenus... Pas du zinc. Pas du zinc. Et la raison pour laquelle on n'a pas fait le zinc, c'est qu'on croit que le prix du zinc, et la plupart des experts s'entendent à dire la même chose, va monter au cours des prochaines années. Il y a peu de nouveaux projets zinc et beaucoup de grandes mines de zinc dans le monde arrivent au seuil de l'épuisement. On pense à la mine Brunswick, au Nouveau-Brunswick, qui ferme à la fin du mois la plus grande mine de zinc souterraine au monde. Donc, en recevant cet argent-là, ça sécuriser le paiement pour pouvoir maintenir l'intérêt de 35 %. Eux vont en tirer bénéfice en faisant repayer d'abord, mais aussi en recevant le revenu du prix du cuivre, métaux précieux, au prix du marché, alors qu'ils vont nous remettre pour le cuivre 80 sous la livre. Et c'est quoi la différence entre le 80 sous? 80 sous et aujourd'hui, ça serait 3,5 $. Donc, il y a quand même OK. Donc, ils font un bon profit là-dessus, mais vous, au moins, vous recevez le prix du marché. Vous ne perdez pas d'argent. On reçoit le 80 sous et puis on reçoit le plein prix pour le zinc. Pour le zinc, oui, c'est ça. Vous recevez le 80 sous. Eux font un bon profit sur le cuivre. Le cuivre, mais vous faites tout le profit sur le zinc. Oui. Et puis le cuivre, on a quand même un tiers de la production de cuivre qui nous revient entièrement aussi, qui ne fait pas partie de l'entente avec Sandstorm. Aussi. Vous avez combien d'actions présentement dans la compagnie? Avec le communiqué d'aujourd'hui, on a annoncé qu'on émettait également des actions aux 4 institutions québécoises. C'est autour de 255 millions d'actions. C'est un nombre élevé d'actions, mais ça démontre l'effort qui a dû être fait pour mettre les actions et obtenir le financement nécessaire pour aller de la découverte jusqu'à la mise en production. Comme vous le savez, il y a très peu de compagnies juniors qui arrivent à ce stade-là. 1 sur 1000. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est peu. Oui. Peu découvrent et peu arrivent à être finalement une société qui recueille un revenu de production. On est une de ces sociétés. Donc,
vous avez suffisamment d'argent pour vous rendre jusqu'à la production maintenant. Oui, les premiers revenus, c'est 30 jours après le commencement de la production qui est mi-mai. Donc, en juin, on va avoir les premiers revenus pour le zinc. Le cuivre, ça prend 90 jours avant que la fonderie et la finerie traitent et fassent le paiement. Donc, ça va être fin juillet, début août. Donc, avec ça, on a le coussin d'argent nécessaire pour parer à toute éventualité lors de la période de démarrage et avant de recevoir les premiers revenus. Est-ce que ce sont des mines à ciel ouvert? Il y en a déjà eu de toutes petites dans ce secteur, mais presque sans exception, c'est des projets souterrains. OK. Donc, dans le cas du Nord, c'est un accès par rampe. Oui. Rampe souterraine, qui appartient d'un tout petit puits. Donc, pas d'un puits vertical non. Comme ça. C'est comme un chemin en angle qui va sur la terre, sous la terre, absolument. avec des véhicules bas. Là. Oui. Et, okay. Et qui va descendre selon le plan minier actuel jusqu'à 900 mètres, avec plus de minéraux en profondeur qu'on tient de prouver que les forages, éventuellement jusqu'à 1400 mètres. C'est parfaitement faisable avec une rampe. Si ça s'avère être un méga gisement en profondeur, là, ça va demander des puits peut-être internes, c'est-à-dire qui ne montent pas à la surface, et peut-être un puits externe si le gisement, c'est un méga gisement, ce qu'on espère. Ce gisement qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est comme le deuxième en importance en termes de taille depuis les 50 ans d'histoire de Matagami. Donc, on espère qu'il y en a beaucoup plus pour tout le monde. Bien, c'est intéressant. C'est un beau gros projet. Et est-ce que le minerai est en forte teneur dans cette roche-là? Est-ce que c'est une roche très dure? Parlez-moi un peu. C'est deux très bonnes questions. Donc, c'est un secteur où les gisements ne sont peut-être pas les plus gros dans le monde, mais sont riches. On parle de presque 10% zinc, 1,5% cuivre, typiquement. Une once d'argent et les teneurs en or qui peuvent être intéressantes. En profondeur, on commence à trouver des teneurs d'argent qui sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Dans le cas de Bryce McLeod, le minerai est un peu plus dur. Donc, ça nécessitait de transporter un circuit de broyage qui était présent à la mine Brunswick qui ferme pour s'assurer qu'on puisse continuer à traiter à l'usine de traitement à une cadence de 3000 tonnes par jour. Ce circuit-là, il est là présentement. Il va être installé à la fin mai et il va nous permettre de maintenir la cadence de traitement à 3000 tonnes par jour. Mais essentiellement, les gisements sont tous de nature similaire. Ils sont riches, rentables, et rentables surtout à cause de cette présence d'infrastructure qui est là depuis longtemps. Oui, tout le procédé, là, lorsque vous extrayez le minerai de la terre, lorsque vous sortez de votre rampe avec le camion, vous allez comment loin avec ce minerai-là? On va à 2 km, puis le moulin, il est là. OK, le moulin, il est très près. Parce que c'est un camp minier dans ce coin-là. C'est un camp minier. Il y a beaucoup, autrement, un camp minier veut dire qu'il y a beaucoup de mines à il y en a eu beaucoup. Il y en a une qui reste en opération, qui est Persévérance, qui termine à la mi-mai, et nous, on part le lendemain. C'est aussi simple que ça. OK, bon, le minerai va venir d'une autre place, mais c'est le même moulin, c'est la même opération. Les travailleurs sont déjà en place, les bureaux ont été déménagés, il reste de petites équipes d'extracteurs qui finissent avec Persévérance. Lorsqu'on finit avec ce minerai-là, nous, on a déjà un stockpile en surface qui est prêt et l'exploitation souterraine va être complètement prête pour alimenter l'usine qui est déjà en marche. Donc, ça va passer de Persévérance à Bryce McLeod normalement sans problème. Ici, j'ai deux ou trois questions qui sont arrivées des auditeurs dans l'émission juste avant. Une des premières questions ici qui demande est-ce que vous êtes cash flow positif? Je crois que non. Bien, présentement, on est encore en train de dépenser. La mine n'a pas commencé à générer des revenus. C'est ça. Vous avez de l'argent, par contre. On sait que vous avez eu de l'argent. Donc, maintenant, avec ce financement, vous avez combien d'encaisses présentement? Si on inclut l'argent qu'on vient de recevoir, un peu plus que 9 millions de dollars. OK. Donc, ce financement-là était de combien? 6. 6 millions. Donc, il vous restait 3 millions des autres paiements que vous aviez eu avant de Sandstorm, qui était 25,5 millions. Oui. La construction de la mine, c'est 110 millions de dollars. Donc, on a financé 35 de ça. Et un point important aussi. Mais pourquoi vous dites construction de la mine si elle exploitait déjà? Non, Persévérance exploitait déjà. OK. Ça, c'est un nouveau projet qui coûtait 110 millions de dollars. OK. Pour construire. Pas de moulin, mais de moulin, il est là. De route souterraine. Le moulin fournit un service. Quand vous parlez de construction de la mine, c'était les rampes qui menaient au minerai. C'est ça. OK. Donc, 110 millions. L'excavation, dans le fond. C'est ça. Et nous, on a financé 35 ce qui est notre quote-part du 110 millions. Et on l'a fait au moyen des financements que j'ai mentionnés.
Et donc, c'est ce qu'on a fait pour en arriver à ça. Le budget au départ, c'était 110 millions dans l'étude de faisabilité déposée en septembre 2010. La dernière projection en janvier, c'est 110 millions. Donc, Extraterre a fait un travail remarquable pour s'en tenir au budget, aux échéanciers. Ce qui est rare dans le monde. L'argent et le temps. Vous avez respecté les deux. Donc là, vous allez commencer à produire maintenant du minerai qui va commencer à générer de l'argent presque immédiatement pour le zinc, 3 mois plus tard pour la COP, comme vous avez dit. Oui. Et puis, donc, ça devrait vous amener dans combien de temps au-dessus des revenus, au-dessus des coûts d'exploitation? Dès qu'on reçoit de l'argent, on va être positif. Donc, à partir de juin, juillet, on devrait être positif. C'est ce qui répond à la question... sur une base opérationnelle, on devrait être positif à partir du moment où les revenus de production arrivent. Vous avez répondu à la deuxième qui nous a demandé combien de pourcentage vous devez vendre à Sandstorm. C'était 70% du concentré de cuivre. C'est ça. Et vous gardez tout le zinc, il faut se rappeler de ça. Et j'ai une question ici qu'on peut vous poser, question politique. Qu'est-ce que vous pensez de la menace du gouvernement québécois envers les royautés minières? J'étais hier à un événement organisé essentiellement par l'industrie au sujet de ces redevances minières qui va discuter demain également. L'industrie paie beaucoup d'argent au gouvernement. Les redevances, c'est une petite partie de ça. C'est comme l'iceberg. La redevance, c'est la pointe de l'iceberg. Si on pense à tout... Ils créent du travail, ils payent des impôts, ils payent des taxes. Les salaires sont élevés dans l'industrie minière. L'impôt est élevé. Oui. Puis l'impôt sur les corporations est payé aussi. Oui. C'est un équilibre précaire pour pouvoir permettre au Québec d'être compétitif d'une part par rapport à son potentiel géologique, potentiel minier, et également permettre une répartition de la richesse créée par l'industrie minière. Et si on dépasse un certain seuil, on risque de créer l'effet contraire. On va créer moins de richesse pour le gouvernement, moins de richesse pour l'industrie et moins de richesse pour les Québécois. Il y a plusieurs institutions québécoises qui participent dans les projets miniers, pas seulement le nôtre, d'autres. Et ça, c'est se tirer dans le pied que de dire qu'on va prendre plus d'argent des compagnies minières, parce que ce même gouvernement est impliqué dans les sociétés. Donc, le prix des actions va descendre, le rendement sur certains fonds de pension va diminuer, comme la Caisse, par exemple. Oui. Donc, c'est à bien réfléchir avant de modifier, encore une nouvelle fois, un régime qui, pendant des années, était considéré comme le meilleur au monde. En tout cas, je pense que le gouvernement devrait sécuriser autant les minières que les particuliers, au moins parce qu'il y a certaines rumeurs qui roulent qui sont complètement hors proportion. C'est même impensable d'avoir des royautés, par exemple, sur de la production. Oublions ça, c'est totalement ridicule. Quelqu'un qui ne fait pas d'argent ne peut pas donner de l'argent. Et donc, ce serait seulement sur des profits. Puis encore là, il faudrait que ce soit sur des plafonds de profits extraordinaires. Parce que, oui, les mines, c'est vraiment un moteur incroyable pour le Québec ici, puis je pense que n'importe quel coup de marteau qu'on donne à ce moteur-là, c'est jamais bon de fesser sur un moteur, juste quand il ne marche plus. On essaye. L'industrie minière québécoise, c'est une industrie qui est très bonne, qui fonctionne très bien, qui a été reconnue dans le monde comme une des meilleures. On devrait en être fiers de cette industrie. On est fiers de beaucoup de choses au Québec. Il faut rendre cette fierté à l'industrie. C'est vraiment important. Et tout le monde doit embarquer là-dedans. Et puis, sans compter le potentiel qui reste, parce que ce qu'on a développé à date dans toute la grandeur du Québec, c'est la pointe du iceberg, parce que il y en a ici des milliards et des milliards là, sur notre terre. Dernière petite question super rapide que quelqu'un nous pose. Il dit, c'est Angèle qui dit, j'ai 25 000 actions depuis 2 ans que j'ai payé 32 cents. Pensez-vous retourner à ce prix? Très bonne question. Il y a 3 choses qui vont changer le prix du stock à la hausse. Évidemment, le début de la production commerciale en mai, ça devrait changer le prix du stock. Une hausse du prix du zinc, on n'en a pas parlé, mais le zinc, les perspectives sont bonnes. Et une découverte importante, on a annoncé de très bons résultats de forage à suivre pour le reste. Ces 3 facteurs devraient amener un prix du stock supérieur. On a Haywood qui nous suit comme conseiller financier et courtier. Eux recommandent 30 sous. Excellente réponse, M. Champigny. On vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter votre compagnie. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un projet de la plus haute importance. Et merci encore d'être venu nous voir. C'est un plaisir. Merci. Au revoir.